Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir, bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur François Corse via Stella, évidemment. Le reportage que j'ai souhaité mettre en avant est publié sur le site internet des Inrecuptibles. À Istanbul, la culture et la liberté se meurent en silence. Le reportage est une plongée au cœur de la plus grande ville de Turquie, dans un pays où l'état d'urgence est devenu le quotidien des citoyens. Comédien blacklisté, journaliste incarcéré, l'ancienne capitale de l'émancipation culturelle et intellectuelle du pays sombre dans l'obscurantisme, loin, très loin même du regard de la communauté internationale. Un reportage indispensable à découvrir sur le site des Inrocks. Focus sur le journal catalan La Vanguardia qui pose la question du dégagisme en France. Les électeurs sanctionnent un à un les candidats les plus chevronnés, de Nicolas Sarkozy en passant par Alain Juppé et Manuel Valls. Le journal évoque le risque d'un éclatement des partis et peut-être même la remise en cause des institutions et de la Ve République. Un article à découvrir dans le numéro hors série France, le temps des révolutions de Courrier International. Ils sont nostalgiques des 30 glorieuses pour fondre d'un même élan le libéralisme, les bobos et les élites bien pensantes. Les néo-antilibéralistes, selon le supplément littéraire du Times, sont une nouvelle caste politique. Il s'agit d'intellectuels qui, même s'ils s'en défendent, offrent une légitimité dans le débat public aux idées parfois populistes. Pour le journal, la France est le pays où le marxisme a été reformulé pour devenir une théorie applicable à tout. C'est aussi là que la nouvelle révolte des masses contre les élites libérales ressemble le plus souvent à un mouvement intellectuel. Les néo-antilibéralistes, un article, un dossier même à découvrir dans le supplément littéraire du Times et relayé par l'excellent Courrier International. Et si le PowerPoint, lors des cours, favorisait la paresse intellectuelle? C'est en tout cas la cause du coup de gueule de Paul Ralph, un professeur à l'université d'Auckland qui milite contre son utilisation. Cet outil s'est insinué qu'il suffit d'un slide pour apprendre et que plonger la tête dans des dizaines d'articles n'a rien de nécessaire. Stop au PowerPoint pour réapprendre à penser, pour faire preuve de curiosité et surtout éviter toute forme d'uniformité. À chaque élection présidentielle, les candidats évoquent le désir de moderniser la vie politique, institutions, cumul des mandats, vote blanc. Quelles sont les pistes de réflexion et d'action évidemment? C'est le sujet de votre 20h. Bonsoir. Bonsoir. Marie-Josée Arriguilandine, journaliste. Jean-François Cazal, bonsoir. Bâtonnier au barreau d'Ajaccio. Vos propositions, vos avis sur cette volonté de modernisation de la vie politique. Avant tout, pour bien planter le débat, pensez-vous que ce soit nécessaire, indispensable? Marie-Jo. Il faut toujours se moderniser un petit peu dans la vie. On ne peut pas rester sur des vieilles choses en permanence. Parfois, le conservatisme, ça a du bon, je ne sais pas. Oui, ça a un petit peu de bon. Non, il faut toujours faire un petit peu avancer, mais c'est vrai qu'en politique, je trouve que l'expérience, justement, peut faire avancer aussi. Et quand on voit à quel moment quelque chose coince, à quel moment voilà, l'institution a eu des failles, on peut effectivement faire évoluer. Donc évoluer, moderniser, c'est un peu le même sens. Êtes-vous pour la modernisation? Si on répond non, on paraît forcément rétrograde, c'est pas terrible. Hein. Donc oui, évidemment, pour des choses qui dysfonctionnent, il faut proposer des solutions, des pistes et effectuer cette modernisation indispensable, surtout aux yeux de nos concitoyens. Alors, vous allez comprendre pourquoi je vous ai demandé si vous étiez pour cette modernisation. Parce que beaucoup de candidats évoquent la 6e République, au moins deux d'ailleurs, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Alors, juste pour donner quelques clés, pour donner des perspectives et bien encadrer ce débat, la 5e République, voulue par le général de Gaulle, structure véritablement la vie politique nationale. La 5e République a 58 ans. Et on nous parle d'une 6e République déjà. Alors par comparaison, il faut toujours comparer la Constitution américaine, date de 1789. C'est pour ça, parfois, le conservatisme a peut-être un peu de bon. Alors, faut-il une 6e République? Nous, c'est vrai que dans la même période, on a tout fait, hein, des empires, la première, la deuxième, la troisième. Non, mais plus sérieusement, l'incertitude, quand on parle d'institutions, ça n'a pas que du bon. Hein. Alors, est-ce qu'il faut une 6e République?
Laquelle déjà? Oui, c'est vrai. Laquelle? Elle est différente, Il celle de faut- Benoît Hamon et de... Voilà. Vous avez raison. Il n'y a pas que, raison. Hamon et Mélenchon, il y a C'est aussi vrai. Jadot, il y a aussi Jadot. Montebourg, etc., etc. Beaucoup de personnes qui proposent de D'ailleurs, au réformer. sein du même parti, ils ne sont pas d'accord, hein, Voilà. le Montebourg et Hamon. Donc, Ce qui est assez savoureux. il est important de connaître le contenu des réformes et le contenu de leur sixième République rêvée. Non, moi, je pense qu'il ne faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La cinquième République, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais c'est quand même quelque chose qui a fait ses preuves depuis 1958. Stabilité, c'est ça. Stabilité qui est passée par beaucoup d'épreuves, notamment l'épreuve de la cohabitation, qui était c'est pourtant la vrai. Ve République, c'est pas du tout faite à l'initiative et à l'entame pour cela. Donc il faut quand même, je pense, préserver l'architecture. Ensuite, qu'il y ait des réformes à mener à l'intérieur de cette Ve République, oui, bien évidemment. Alors, Moi, je suis favorable. alors, on évoque la sixième. Vous avez raison, Jean-François. On ne sait pas de quelle sixième République il s'agit véritablement, mais nous, on va essayer de donner quelques pistes, hein, tout de même. Alors, parce que j'évoque la cinquième et la sixième République, est-ce qu'on peut toujours parler vraiment des institutions du général de Gaulle et de Debré quand on est passé au quinquennat voulu par Lionel Jospin, Valéry Giscard d'Estaing notamment, mis en place par Jacques Chirac, président de la République. Est-ce qu'on est encore dans l'esprit de la Ve République? Oui. Est-ce qu'il ne nous manque pas quelque chose, une étape? Est-ce qu'il ne fallait pas aller plus loin? Moi, je pense qu'on est toujours dans l'esprit de la Ve République, parce que nous sommes toujours dans un régime à dominante présidentielle. On dit en France semi-présidentielle, mais à dominante présidentielle. On a essayé d'éviter l'écueil qu'on a connu pendant la Troisième et la Quatrième République, qui était la valse des gouvernements. On changeait de président de conseil pratiquement tous les 6 mois. Donc il y a là une stabilité, c'est ce que nous disions il y a quelques instants, qui est importante et qui a été conservée. En revanche, et vous avez eu raison de le souligner, il y a quand même eu un tournant avec ce quinquennat. De mon point de vue, ça a été une erreur, parce que je trouve qu'on a mis en concurrence sur le temps, sur la durée du mandat, et le président de la République et le Premier ministre. Ce n'est plus infusible, hein. C'est terrible de dire ça, mais le Premier ministre... Ça a modifié quand même considérablement et significativement les institutions de la Ve République. Alors, on va s'intéresser à quelques propositions. On va commencer par le vote blanc. Depuis 2014, le vote blanc est comptabilisé à part. Auparavant, il était compté avec les votes nuls. Mais faut-il aller plus loin en le comptabilisant dans les suffrages exprimés? Parce que ça dit quelque chose. Aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, le vote blanc. Alors, est-ce qu'il faut le comptabiliser dans les suffrages exprimés? Ça dit quelque chose, ça c'est tout à fait clair, mais on ne sait jamais bien quoi en faire. Donc les pays qui le comptabilisent et qui en tiennent compte, à un moment ou à un autre, ne savent plus tout à fait ce qu'ils vont en faire. Donc on va avoir des majorités relatives au lieu d'avoir des majorités absolues. Ça peut délégitimer une majorité en tout cas. Si voilà, il faudrait en tout cas qu'à partir du moment, dans un cas particulier où le vote blanc est le vote le plus important, là, l'annulation de l'élection devrait être évidente. Mais quand ce n'est pas le cas, si on a 2%, 3%, etc., de toute façon, il n'y aura pas des sièges vides, donc il n'y aura pas de représentation. Ce n'est pas très évident à gérer, mais c'est vrai que s'il dépassait... Là, on est dans un cas de figure assez particulier avec des gens qui sont assez dégoûtés. Si on avait effectivement 25% de vote blanc et puis 22, 23, etc. sur les autres candidats, ce serait vraiment dommage de ne pas en tenir compte et de ne pas complètement repartir sur une élection. Moi, je ne comprends pas une chose. On va partir d'un raisonnement simple. On le décompte, mais finalement, à quoi ça sert si on ne le prend pas en compte, ce vote? Or, un vote blanc, c'est quelqu'un quand même qui se déplace, qui vient au bureau de vote, alors qu'il est peut-être plus intéressant de faire autre chose les jours d'élection quelconque, hein, peut-être même aller à la pêche à la ligne. Il y avait d'ailleurs un parti, je crois, les pêcheurs à la ligne. Et il se déplace, il vient voter, il exprime quelque chose, et un vote blanc, ça peut être une expression forte pour qu'on ne le comptabiliserait pas. Moi, ça m'échappe. Et je suis pour la comptabilisation des votes blancs dans les suffrages exprimés. Mais ce qui est étonnant, c'est que Marie-Jo, mais on a le sentiment qu'on est allé, on a fait un pas, mais on n'a pas continué. Mais pareil, ce qui est étonnant dans République, 5 ans, ça reste au milieu du gué. à chaque fois, c'est le sentiment en tout cas qui se dégage. Parce que le vote dégage. blanc, c'est un vote ou blanc ou un bulletin blanc ou une enveloppe vide. Mais il y a tout un tas de votes nuls qui sont aussi des votes contestataires. Comme par exemple, au deuxième tour, vous mettez les 2 bulletins du candidat, c'est un vote complètement contestataire. Il n'est pas un vote blanc. Alors, comment on fait pour gérer tout ça? Il y a plein de votes nuls qui sont aussi des votes qui disent quelque chose. Mais qui peuvent être aussi des votes qui sont le résultat d'erreurs. Des personnes qui mettent 2 bulletins ou qui se trompent, ce qui n'est pas le cas pour le vote blanc. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour le vote blanc. C'est une véritable conviction qui est affirmée en disant, moi, aucun des candidats qui se présentent ne m'intéresse et je décide de voter blanc. Donc, étant donné
je dirais, la force de ce vote, de cette expression, oui, de mon point de vue, il convient de le prendre en compte et de le comptabiliser. 5e République, 6e République, vote blanc, nous poursuivons dans l'exploration de la modernisation de la vie politique. Le cumul des mandats. Alors les deux textes de loi visant à interdire à un parlementaire d'exercer simultanément une fonction de chef ou d'adjoint d'un exécutif local vont entrer partiellement en vigueur à partir de juillet 2017. Mais une nouvelle fois, avec cet objectif de renouvellement et de modernisation de la vie publique, ne faut-il pas limiter les mandats? Oui, mais dans le temps. Ah oui, dans le temps aussi. Oui. Est-ce que c'est pas ça le plus intéressant? Enfin, Moi, je suis favorable. Moi, je suis favorable à 2 mandats, ou 12 ans, ou 12 années, pendant 2 mandats successifs, ou 12 années. Moi, j'y suis favorable. Ça, justement, ça ferait, je pense qu'on pourrait éviter cette professionnalisation de la vie publique et de la vie politique. Dans une précédente émission. Tout à fait. Moi, je n'y suis pas favorable. Et je pense qu'avec cette limitation des mandats dans le temps, ou à 2 mandats, ou pendant une période de 12 ans, qui correspondrait en fait à 2 mandats de 6 ans, je pense que ça créerait de facto et obligatoirement un renouvellement de la vie publique. Surtout qu'on voit qu'en ce moment, c'est Alain Juppé qui le disait il y a quelques jours de cela, il disait « moi je n'incarne pas le changement » et j'ai bien compris le vote des Français qui voulaient un changement, un renouvellement et de la vie publique et de la vie politique et des hommes politiques. Eh bien par ce biais de la limitation, l'interdiction de plus de 2 mandats, je pense qu'on pourrait arriver à un renouvellement. Et ça forcerait aussi les partis à faire en sorte de créer et de faire monter des jeunes en leur sein qui pourraient prendre des responsabilités. Parce que là aussi, la loi sur le cumul des mandats, ce sont 2 mandats exécutifs, mais le véritable intérêt, c'est le temps, la modernisation, le renouvellement, il se fait dans le temps. Et d'ailleurs, peut-être même, c'est une question que je vous pose, tiens, Marie-Jo, peut-être même que ça permettrait d'éviter une certaine forme de clientélisme. Ça, c'est évident aussi. Alors, c'est vrai que sur la durée, moi, je suis tout à fait d'accord, il faut qu'il y ait une durée, qu'elle existe, parce qu'on ne peut pas travailler non plus évidemment, quand on parle de cumul d'emploi, il faut une Donc, durée. Il faut quand même, effectivement, 2 mandats, 12 ans, c'est peut-être bien pour mener des choses à terme, parce que le problème du quinquennat aussi, c'est ça, c'est que 5 ans, c'est très court quand même pour mettre les choses en place. Donc, du coup, on lance des choses, et puis le suivant s'attelle à les démanteler au lieu de progresser. Donc, c'est un peu là, ça compte pour rien, ces dernières décennies, c'est pas terrible. Donc, oui, c'est vrai qu'il faut absolument que les mandats soient... enfin, qu'il y ait moins de cumul de mandats, en tout cas, déjà pour que l'élu, effectivement, travaille et sache de quoi il... Parce que là, il y avait un moment où physiquement, c'était impossible d'être quand même sur tous les fronts, même avec des attachés parlementaires exceptionnels. Et puis, en même temps, ça fait effectivement, vous cédez votre place de maire parce que vous êtes parlementaire. Il y a effectivement un jeune qui monte. Et là, on se retrouve en ce moment avec quelque chose qui nous a tous stupéfiés, c'est que les gens qui sont en train de monter, que les Français ont fait monter dans les primaires, ce sont des gens qu'on connaissait bien, mais pas tant que ça, parce qu'effectivement, les places ne sont jamais disponibles et les jeunes n'ont pas de possibilité de s'exprimer. Donc on cherche des plans B, on n'en trouve pas. Alors quand on évoque la modernisation de la vie politique, que les choses soient claires, on ne parle pas uniquement de la présidentielle, on parle à tous les échelles de la vie publique. Le cumul des mandats dans le temps, c'est aussi valable pour les mandats locaux, nous sommes d'accord. Oui, tous les parce mandats. qu'on parlait de clientélisme, mais c'est vrai que le clientélisme touche plutôt les élus de proximité, bien sûr. Nous allons poursuivre dans cette exploration. La dose de proportionnelle, vieille rengaine, stabilité politique, enfin, paraît-il, ça remettrait en cause une stabilité politique, la proportionnelle, mais cependant, cela permettrait peut-être d'avoir une vue d'ensemble des véritables forces en présence en politique. Est-ce que vous êtes favorable ou pas, Jean-François ? Une représentation plus fidèle, à un instantané, un cliché plus précis, plus fidèle, encore une fois, des forces politiques en présence. Alors, ça remettrait en cause la stabilité ? Non, si on introduit une dose de proportionnelle. Il est évident que la proportionnelle intégrale pourrait nous faire revenir en arrière au régime passé que nous n'avons pas connu, mais qui ont causé beaucoup de problèmes sur la vie publique, pour la vie publique et politique. Mais une dose de proportionnelle, oui, moi j'y suis favorable. Marie-Jo ? C'est vrai que c'est plus difficile à gérer certainement, mais en même temps, on comprend qu'il y a une partie des citoyens qui n'est pas du tout représentée. Et ça, c'est un petit peu dommage. Alors après, c'est vrai qu'une proportionnelle totale, je pense que c'est ingérable. Ou alors, il va y avoir plus de temps de transaction dans la salle des 4 colonnes que de travail vraiment sur les textes de l'Assemblée. Donc ça va être difficile. Puis les alliances pas possibles, un peu étranges. C'était le cas des dernières républiques, des précédentes républiques. Tout à fait. Mais c'est vrai que la 4e République de couloir. Elle a de couloirs, c'est ça. Donc il faut s'arranger. Pour là, le président
a le droit de dissoudre l'Assemblée, mais il faut que son Assemblée soit gérable. Autrement, les lois passeront jamais. On aura, comme pour certaines lois, 78 000 amendements. Non, ça sera pas possible. Non, il faut une majorité pour gouverner un public. Voilà, je comprends qu'on puisse être très frustré quand on a voté pour des partis et qu'on n'est pas du tout représenté. Ça, c'est un peu dommage. Il y a des voix qui doivent être entendues. Autre proposition qu'on entend souvent, la suppression du Sénat. Alors quand on a un modèle présidentiel, enfin en tout cas avec 2 chambres comme en France, le Sénat et l'Assemblée nationale, les textes, souvent, le va-et-vient législatif, le circuit législatif est très long et entre le désir de mettre en place une réforme et la réalité concrète sur le temps, souvent le mandat est passé. Souvent le mandat présidentiel, en l'occurrence, est passé. C'est vrai. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus vite ? D'où le 49-3, etc. Pour les électeurs, c'est quand même le Sénat une institution très obscure. Hein. Et puis cette histoire que de pour le lecteur. Pour les lecteurs, non, mais pour cette histoire de navette parlementaire, c'est vrai que c'est très curieux. Et on se demande à quoi renvoie comme réalité l'institution du Sénat. Bon, après, il faut faire très attention. Hein. Sur le plan de la politique politicienne, on a vu que le général de Gaulle s'y était cassé les dents puisqu'il avait proposé cette réforme en 1969. Et c'est comme ça qu'il a démissionné puisqu'il n'a pas été suivi au plan référendaire par le peuple. Mais c'est vrai que ça peut apparaître comme une institution un peu désuète, un peu obsolète, et on se demande bien à quoi elle peut servir. Dans son aura de sage, hein, donc d'expérience, voilà, sont les sages, il y a une expérience. Oui, surtout que d'expérience, il y a aussi pas mal de sénateurs très jeunes. Hein. C'est une nouveauté de ces dernières. C'est quand même pas la majorité. Très jeunes. C'est quand même pas la majorité. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Le très jeune c'est même, si on va s'amuser à regarder, c'est même amusant. Des sénateurs qui passent après députés, etc. Ouais. Mais bon. Je crois que M. Mélenchon était le plus jeune sénateur de France, d'ailleurs. Exactement. Ah oui. Alors là, c'est un sujet qui va passionner Jean-François Cazalt, la Cour de justice de la République, qui a été créée par la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 sous la présidence de François Mitterrand. Alors, je vais faire un petit cours de sciences politiques, ou en tout cas, pour vous donner plus d'informations sur cette Cour, qui peut juger tous les membres du gouvernement, Premier ministre compris, mais elle n'est pas compétente pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, cette Cour compte 12 parlementaires élus en leur sein et en nombre égal par l'Assemblée nationale et le Sénat. Faut-il la réformer quand on a en mémoire les affaires Christine Lagarde, qui a été reconnue coupable de négligence dans l'affaire de l'arbitrage Tapie-Adidas, mais dispensée de peine, et vous avez entendu tous l'émoi dans l'opinion publique. Alors, est-ce qu'il faut la réformer, cette Cour de justice de la République ? Par principe, par conviction, je suis contre toutes les juridictions d'exception, et cette juridiction ne fait pas exception sur cette ligne que j'ai dégagée depuis quelques années maintenant. Surtout que ce genre de juridiction, c'est quand même mal perçu dans l'opinion publique. On dirait qu'il y a des juridictions qui sont réservées aux notables, aux gens, comme on pourrait dire chez nous, et des juridictions qui sont faites pour le vulgum pecus, pour juger le petit peuple. Donc c'est déjà choquant. Ensuite, la distinction assez subtile des crimes et délits pour lesquels ces gens-là peuvent être passibles de la Cour de justice de la République, c'est-à-dire pour la conduite de la politique de la nation, et d'autres crimes et délits pour lesquels ils seraient passibles des juridictions de droit commun. Là aussi, c'est assez difficilement lisible et compréhensible. Donc, moi, je suis pour non seulement la réforme, mais pour la suppression de la Cour de justice de la République. Et c'est d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, une proposition qu'avait fait le candidat François Hollande en 2012. Proposition et promesse qui, comme d'autres d'ailleurs, n'ont pas été tenues. On peut oublier, c'est ça. Non, mais est-ce que, pour revenir à cette Cour de justice de la République, vous comprenez que dans l'opinion publique, en tout cas sur ces questions-là, je prends l'exemple de l'affaire Lagarde qui a fait grand bruit, ça participe aussi de la défiance envers les élites, envers la classe politique. Hein. Mais Philippe, vous êtes jugé par vos pairs. Vous connaissez la composition de la Cour de justice de la République ? Vous avez 3 magistrats professionnels de la Cour de cassation et 12 parlementaires. Comment ne pas... voulez-vous que les lecteurs, que le citoyen ne pense pas que vous êtes jugé par des gens qui sont vos proches, qui sont vos amis, avec lesquels vous êtes en relation toute la journée à l'Assemblée nationale. Forcément, il y a une suspicion. Et d'ailleurs, si un parti saisit cette Cour, il se retrouve, puisqu'il y a aussi des parlementaires de ce parti-là, il se retrouve jugé parti, ce qui est quand même assez ambigu aussi comme situation. Puis il y avait une affaire aussi qui avait fait scandale.
En 99, c'était l'affaire du sang contaminé qui avait aussi été bien jugée sûr. par cette cour, où donc on avait eu des relax et on avait eu exactement la même responsabilité pour négligence avec absolument aucune sanction pour Edmond Hervé à l'époque. Et ils avaient proposé d'inventer une nouvelle sanction qui était le blâme public. Voilà, donc on pouvait être les gens au pilori encore, éventuellement ça n'a pas existé. Mais vous comprenez bien que les gens qui ont été victimes du sang contaminé ne peuvent pas accepter ça. Et puis ça participe de cette expression, alors pour le coup très populiste, coupable, mais pas condamnable. Responsable mais pas coupable. C'était l'expression qui avait été employée à l'époque. Ouais. La dispense de peine, vous faisiez référence à l'affaire de Christine Lagarde. Moi je ne connais pas ce dossier, sauf ce que j'ai pu en lire dans la presse, et je me garderai bien de la commenter. Mais il faut savoir que la dispense de peine, c'est une condamnation, enfin en tout cas une sanction qui est assez rarement prononcée par les juridictions. Dispense de peine, ça veut dire que vous êtes condamné, que vous êtes coupable. Mais on ne vous met pas de sanction en quelque sorte. Donc ça peut paraître curieux. Vous avez fait quelque chose de mal, au vu de la loi, vis-à-vis de la loi, vous avez fait quelque chose de répréhensible, mais finalement, effectivement, vous n'êtes pas condamné. On se dit que c'est une justice de caste. Alors ce n'est pas un programme présidentiel que nous vous avons proposé, mais en tout cas, nous avons essayé de vous donner quelques pistes de réflexion concernant ce sujet passionnant, la modernisation de la vie politique. Je vais vous demander de répondre à cette question pour terminer, 40 secondes. Marie-Jo, c'est avec vous. Modernisation de la vie politique, cela permettra-t-il de restaurer de la confiance ? Alors ça pourrait effectivement restaurer de la confiance, surtout si on fait un petit peu plus intervenir le citoyen. Il y a pas mal de candidats qui ont ça aussi dans leur programme. Oui. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des candidats qui sont élus, qui viennent des citoyens. La première citoyenne, c'est Charlotte Marchandise. 40 000 Donc, votants. Il y a quand même le citoyen. Il y a aussi cette candidature d'Alexandre Jardin qui peine à trouver ses parrainages, mais qui était aussi intéressante parce qu'elle se dégage de tout parti politique et s'organise avec les faiseux, donc les gens qui font et qui ne sont pas forcément des politiques. Donc je pense que si le citoyen pouvait rentrer un petit peu plus dans la politique, ça pourrait être quelque chose qui est quand même assez intéressant. Et ça existe déjà dans pas mal de pays. En Italie, il y a des référendums qui sont faits par les citoyens. Ça peut être intéressant. Des projets de loi proposés aussi par le citoyen. Le citoyen qui intègre les mécanismes de décision de la vie publique. Parce que voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont complètement, qui n'ont pas d'intérêt là-dedans, mais il y a des gens qui sont très pointus, des citoyens qui sont très pointus et qui pourraient vraiment nous aider. Jean-François, modernisation de la vie politique, cela permettra-t-il de restaurer de la confiance ? Oui. Si les réformes qui sont entreprises et engagées sont des réformes qui vont dans le bon sens, qui permettent de faire comprendre aux citoyens qu'on s'occupe d'eux, qu'on fait des actions, qu'on mène des missions qui sont proches d'eux. En fait, il faut essayer de redonner de la confiance, de restaurer le lien qui n'existe plus aujourd'hui entre l'électeur et son représentant politique. Donc toutes les entreprises qui peuvent aller dans ce sens seront saluées, en tout cas de mon point de vue. Modernisation de la vie politique. Nous aurions pu également parler du 49.3 citoyen. C'est une des propositions de l'un des candidats, Benoît Hamon. C'est pas le seul qui propose le 49.3 citoyen. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en faire une émission. Merci beaucoup à vous deux pour ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur France 3 Corse via Stella, évidemment.